Et bonjour, on va se faire une petite capsule qui n'était pas prévue, 100% visuel, sans montage, sans préparation ou quoi. Tout simplement parce que à la base je voulais faire un post LinkedIn avec un carrousel sur le sujet que je vais aborder là, et puis je me suis dit bah déjà j'ai pas le temps. Et puis on est en vacances, enfin on est en vacances, on est en été je veux dire, donc on va essayer d'y aller un peu plus cool. Donc je voudrais vous parler du fameux monomythe de Joseph Campbell, aka Le Voyage du Héros, dont vous avez probablement déjà entendu parler, mais j'aimerais bien revenir sur des points de détail de l'histoire, parce que justement je trouve qu'on passe un peu à côté de l'enseignement de Campbell là-dessus, par souci de simplification, etc. Alors juste pour info, comme ça je vous le balance, je vous le montre, voilà. Le voyage du héros, vous l'avez forcément vu quelque part. Campbell le synthétise dans son livre Le héros, mille et un visages. Et vous avez probablement déjà vu ce genre de schéma vous arriver, etc. Sur le point, justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur un détail. Avant de l'aborder, je voudrais placer un petit peu comment je vois les choses. Campbell est un universitaire américain qui décide à un moment donné de s'intéresser au récit de manière générale et aux mythes fondateurs, même si ça a l'air d'être un pléonasme dit comme ça, mais essentiellement les mythes antiques. Et donc, il essaye de trouver un pattern. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'analystes, mythologues, etc. ont fait, de chercher des patterns comme ça à travers le temps, sur les histoires et sur le mode de fonctionnement des gens en général. Avant Campbell, on a eu Ricoeur qui s'y essayait, on a eu Vladimir Props aussi qui s'est essayé sur les contes du Caucase, fin 19e, début 20e. On retrouve aussi quelque part cette volonté chez Carl Jung quand il s'essaye à l'application d'un pattern narratif à la psychologie. Donc c'est lui qui a créé justement les archétypes de personnalité qui ont donné derrière des archétypes de marque, et qui ont eux-mêmes donné mes propres archétypes de marque, si jamais vous avez déjà fait mon quiz archétype. Mais justement, ça fait un moment que les gens réfléchissent à qu'est-ce qui se retrouve en permanence dans les histoires. J'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas le monomythe, selon moi, ce n'est pas un schéma d'écriture, c'est un schéma d'analyse, je maintiens ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un manuel de comment on écrit une histoire et de comment on écrit un héros, c'est plutôt si vous devez le prendre comme un manuel de comment on fait comme les anciens le faisaient. Le problème, et c'est vraiment mon opinion, c'est que on comprend assez peu l'essence du monomythe de Campbell, et il y a un détail dont on ne parle jamais, en particulier parce que je pense que c'est une vision qui est trop littéraire, et marketing et littéraire, mine de rien, en fait, on se rend compte qu'on creuse pas beaucoup les sujets, on va pas trop aller bousculer intellectuellement les gens, et du coup, on passe à côté de certaines choses. Donc je reviens sur le schéma, vous allez comprendre. À chaque fois, vous avez entendu parler justement de ce principe-là, à savoir l'appel à l'aventure avec l'aide surnaturelle, le gardien qui est le mentor, etc. On part derrière sur les défis, puis on a le grand combat qui fait du coup mort et renaissance, donc c'est là où le héros devient vraiment héroïque. Il est transformé, il a réparation et il revient, etc. Chez lui. Ok. Je sais que vous vous dites forcément Voyage du héros, on a plein d'exemples. Star Wars est connu d'ailleurs pour être une application du monomythe de Campbell, et validé par Campbell lui-même parce que Lucas avait eu des nouvelles justement de Joseph Campbell à ce sujet. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai la fiche de Star Wars dans mon dos, c'est précisément un hommage à ça. Maintenant, si effectivement beaucoup d'histoires vont reprendre ce principe-là, j'aimerais vraiment qu'on comprenne ce que porte véritablement le voyage du héros. On a effectivement l'idée de la transformation. Ça, c'est essentiel, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, dans toute histoire, vous avez l'idée de la transformation, on va pas se mentir. Parce que ce qui fonde le récit, c'est quand même le conflit, et du conflit, donc c'est pas forcément l'opposition, le conflit, c'est vraiment des désirs, des craintes, des besoins, ce genre de choses, mais ce qui fonde le conflit fait le mouvement, ok ? C'est parce que personnage A, personnage B, personnage C, etc. ne veulent pas rester dans leur état que du coup ils se mettent en mouvement,
à cause de leurs conflits, et du coup ça génère des frictions narratives auprès des autres personnages, auprès de leur environnement, etc., ce qui produit de la transformation pour les personnages et pour l'histoire en général. Une histoire, c'est nécessairement un récit de transformation. S'il n'y a pas de différence entre le début et la fin de votre histoire, c'est pas une histoire, ok ? Il n'y a rien du tout, il s'est rien passé. Donc, d'ailleurs, c'est une erreur qu'on voit parfois dans certains récits. Je l'ai vu récemment, moi, dans le film, je crois, Sonic 3 ou un truc comme ça. Sonic 2 ou Sonic 3, je sais plus lequel mon fils m'a obligé d'aller voir au cinéma. Où littéralement la première scène et la scène de fin sont les mêmes. Donc, on se dit, les mecs, ils ont fait une application du monomythe. Ils se sont dit, en fait, j'ai le personnage, il revient au même endroit. Donc, on va faire exactement les mêmes scènes. Oui, mais, spoiler alert, par rapport au film Sonic, mais je pense que ça va pas vous manquer. On a toute une scène où on a un Robotnik qui détruit la Lune, d'accord ? La Lune, notre satellite. Et il se trouve que la Terre n'est pas détruite pour autant. Il n'y a pas de raz-de-marée, il n'y a rien du tout. Non, cet acte n'a rien changé. Et là, c'était... j'avais faisais beaucoup d'efforts quand même pour maintenir ma suspension de crédulité. Là, je vous avoue que c'est là où vraiment j'ai craqué, où je me suis dit, mais putain, on prend vraiment les enfants pour des imbéciles si on leur dit que rien n'a de conséquences. Et les gosses ne sont absolument pas stupides en matière de narration, bien au contraire. Et justement... ça, c'est une erreur, mais que je pensais pas pouvoir voir encore en 2025 aujourd'hui. Voilà, proposer quelque chose où il n'y a aucun changement, où les actes n'ont pas de conséquences, c'est pas possible. Donc je reviens sur le voyage du héros, mais je vous le redis, c'est quand même basé sur des analyses de choses qui ont déjà été faites par le passé. Donc c'est-à-dire que on sait que Campbell a analysé un certain corpus d'histoires essentiellement mythologiques, donc les histoires d'Ulysse, les histoires d'Hercule, ce genre de choses, et il en a déduit justement cet élément. Sauf que on ne vous parle jamais de la chose la plus fondamentale dans le voyage du héros, et au bout de 6 minutes, je vais enfin y arriver. Ce que vous voyez matérialisé comme ça par le connu et l'inconnu, ce n'est pas la zone de départ et la zone d'aventure. Certes, ça l'est d'une certaine manière, d'un point de vue métaphorique, mais quand même, à l'origine, dans les analyses de Campbell, ce n'est pas connu et inconnu, c'est monde et altermonde. Alors voilà, c'est un peu compliqué, je viens de lâcher un truc qui est pas fait pour les marketeurs bêtes et méchants qui veulent, désolé pour eux, qui veulent absolument appliquer une recette pour leur pattern en marketing et en prise de parole. La notion de monde et altermonde, elle est fondamentale dans la mythologie antique et postérieure, bien sûr, mais dans les histoires de manière générale. Qu'est-ce que le monde et l'altermonde ? Le monde, je pense que vous comprenez, c'est le monde normal. L'altermonde, comme son nom l'indique, c'est le monde par-delà le monde. Donc c'est tout ce qui va être le monde des esprits, le monde des morts, les enfers, le paradis. Donc du coup, c'est aussi ce que l'on retrouve, cette notion de monde et d'altermonde, c'est ce que l'on retrouve également en fantastique. C'est-à-dire quand on a justement le monde réel et on a par derrière un monde altermonde qui est dans la même timeline. Je vous donne un exemple tout bête. Dans l'univers d'Harry Potter, vous avez Harry qui vit dans le monde moldu, ça c'est le monde, et il y a le monde sorcier, ça c'est l'altermonde, vous voyez. Et pour les sorciers, bien évidemment, c'est l'inverse. Donc ce qui est caractéristique justement du monomythe de Campbell, c'est le passage entre le monde et l'altermonde. Et c'est aussi du coup la transformation qui est faite. Pourquoi c'est fondamental ? Parce que en fait il faut revenir à l'essence du héros. Et c'est pour ça que je suis désolée, mais quand on commence à parler, on veut parler un petit peu de narration et on veut parler en particulier du monomythe de Campbell, on ne peut pas en faire une simple recette d'application narrative pour des prises de parole ou peu importe. On est obligé de revenir quand même à ce que sont les récits et sur quoi ils se sont basés. Ce sont des récits qui sont basés sur des idées anciennes de ce qu'est un héros, de ce qu'est le monde, de ce que sont les dieux, etc. À l'origine, un héros, ce n'est pas un simple protagoniste. Dans le monde antique, et pas juste Grèce antique, etc., on peut remonter à Gilgamesh là-dessus, on retrouve le même principe. Le héros est par essence divine, ok ? C'est un demi-dieu, ou c'est un dieu, ou alors c'est quelqu'un qui est aidé par les dieux, mais en tout cas il est d'essence divine. Et là, ça c'est la première caractéristique du héros, et sa deuxième caractéristique, c'est sa capacité à traverser le monde et l'altermonde. Parce qu'il faut comprendre que les altermondes, les mondes des esprits, sont réservés à des créatures mythologiques, des créatures qui ne sont pas humaines,
aux dieux, aux monstres, etc., mais aussi aux héros. Il n'y a que le héros qui peut faire ce trajet-là, justement. Et ça, c'est essentiel, en fait, dans la mythologie fondamentale. Et c'est ce que raconte précisément le monomythe de Campbell. Il raconte certes la transformation, bien évidemment, mais c'est ce qu'il nous explique, c'est-à-dire que le héros est un passeur, en réalité, pour la personne qui est en train de lire, regarder ce récit, etc. Je vous donne des exemples. On sait que on a derrière, on a eu Hercule, on a eu Orphée, Thésée, on a Psyché aussi, même Ulysse, je crois, qui partent dans les enfers, parce que les enfers, c'est définitivement en fait open bar dans la mythologie grecque. Mais vous prenez le mythe de Gilgamesh, bon, pour ceux qui sont pas familiers avec ça, je suis désolée, je vais pas pouvoir faire un point, mais on a le passage de ce personnage-là qui, quand il veut accéder à l'immortalité, descend littéralement dans un lac pour essayer de l'obtenir. Bon, il finit par ne pas y arriver, mais la notion comme ça de traverser de l'eau ou de traverser du désert, c'est toujours un passage, donc c'est vraiment un passage purificateur, soit par le feu du ciel, enfin du soleil, soit par la purification de l'eau. Et c'est justement ce moment de transformation et de passage du monde à l'altermonde. Vous le retrouvez dans la traversée du désert chez les Juifs, dans la culture hébraïque, avant qu'ils accèdent justement à leur nouvel Éden terrestre dans la Bible. Mais vous avez également ça sur la traversée du désert que peut connaître également Jésus pendant le Nouveau Testament, avant qu'il revienne à Jérusalem, etc., après avoir été justement tenté par le diable. C'est-à-dire que c'est vraiment une traversée dans un altermonde où il est en contact avec des créatures mythologiques et surnaturelles. Et c'est parce qu'il a survécu à cette tentation-là, donc de cette transformation-là, qu'il est rendu digne de pouvoir prétendre derrière à incarner l'espoir pour l'humanité, etc. Ça, c'est vraiment essentiel et on ne vous le dit jamais en marketing. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, c'est trop littéraire et surtout, vous faites ça, bon, vous avez perdu la moitié de la salle et puis tout le monde se dit « Merde, mais comment j'applique après derrière cette méthode ?» Je vais y revenir. Dans la pop culture, et même avant la pop culture, vous avez des personnages, que je vous ai parlé de la comment on appelle ça, de la mythologie grecque, mais vous retrouvez ça également chez, par exemple, le principe de la légende d'Arthur. La légende arthurienne, tout le monde vous dit oui, c'est le voyage du héros par excellence, parce que, à la base, c'est un petit garçon, sort of, qui se fait récupérer par un mentor, qui lui donne littéralement un objet magique, qui lui donne une destinée, il a des péripéties, etc. Sauf que Arthur, non seulement il est aidé par des créatures mythologiques, mais en plus il y a quand même la notion d'Avalon. Et Avalon est un altermonde aussi. Et il y a cette idée comme ça, qu'il est destiné à y aller. Donc lui aussi, en fait, c'est un héros dans ce sens-là. D'autant qu'il y a toujours un peu le flou sur le fait est-ce qu'il est humain ou est-ce qu'il a un petit côté fée ou quoi que ce soit. Enfin, ça dépend vraiment des textes. Donc on voit que le héros, toujours, il a quelque chose en plus, en fait. C'est pas juste il a une destinée, il a quelque chose parce qu'il a un lien avec ce fameux altermonde. C'est pour ça que je maintiens vraiment que c'est la chose la plus essentielle dans le monomythe de Campbell et qui est tout le temps oubliée. Je vous le disais là, sur la pop culture, vous avez des exemples avec Star Wars, évidemment. Pourquoi ? Parce que je vous prends l'épisode 4. Je vous remets dans le contexte, l'épisode 4, c'est quand même un nouvel espoir. Les Jedi sont tombés. La République est tombée, on a l'Empire, et les Jedi ne sont plus qu'une légende, la Force, les gens ne connaissent même plus ce que c'est la Force, etc. Donc ça relève de la magie, et les Jedi relèvent en fait de héros, investis d'un pouvoir divin, universel en fait, un pouvoir absolument incroyable, avec cette notion d'altermonde. D'autant qu'encore une fois, on a dans Star Wars le principe de les morts reviennent plus ou moins sous forme de fantômes, on peut discuter avec eux, enfin voilà, il y a vraiment le monde derrière le monde là aussi, et Luke évidemment, même principe, voilà, il se retrouve appel à l'aventure, mentor, objet magique. Luke est profondément arthurien, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour s'en rendre compte, de la même manière que Merlin donne l'info à Arthur au sujet de Excalibur, là on a Obi-Wan qui donne littéralement le sabre laser à Luke. Donc effectivement c'est une application qui est parfaite. Dans le Seigneur des Anneaux on retrouve ça aussi, surtout que j'aime beaucoup ça au niveau du Seigneur des Anneaux, évidemment, mentor, aventure, tout ça, objet magique qui est l'anneau, sauf que en plus l'anneau est intéressant parce que l'anneau unique, lorsque Frodon le met,
c'est le moment où il commence à voir le monde selon ce rond, il passe dans le monde des morts, d'ailleurs c'est littéralement dit à un moment donné par Aragorn, et surtout il voit les spectres de la mort, donc les fameux cavaliers noirs, il les voit tels qu'ils sont. Donc Frodon peut faire ça. En plus, derrière, il est blessé à un moment donné par une épée, donc il passe un petit peu dans ce monde-là, il finit par évidemment survivre. Cependant, ça ne le quitte jamais, c'est-à-dire que cette blessure-là, ce voyage-là, cette transformation-là fait qu'il garde un pied dans cet altermonde-là, à tel point qu'il est obligé à la toute fin de son périple, il n'est pas capable d'ailleurs de revenir dans la comté, il est obligé à la toute fin de son périple de partir avec les elfes, littéralement, dans un autre monde qui est un monde de merveilles, etc. Vous avez également, je vous l'ai dit, Harry Potter, c'est le même principe aussi, hein, pareil, avec cette fois-ci, sauf que c'est la baguette qui est l'objet qui débloque l'accès à cet altermonde. Bref, je vais pas vous faire l'ensemble d'éléments qu'on peut retrouver dans la pop culture, mais ça me paraît assez transparent. Maintenant, voilà, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois qu'on est en charge d'une marque, etc. Déjà, il faut savoir que le héros, c'est nécessairement votre client, ça peut pas être vous. Vraiment, les gens qui se racontent, eux, en tant que héros, ça se fait notamment en personal branding, mais et c'est une façon de faire très à l'américaine, bien sûr, et je suis pas forcément fan. C'est pas parce que c'est américain, en fait, que c'est une bonne idée, moi je le maintiens. Mais surtout, le problème, c'est que du coup, ça ne laisse pas de place en fait à vos clients. Ça veut dire que ça place nécessairement vos clients en tant qu'adjuvant, donc c'est-à-dire en tant qu'aidant, faire valoir, ou en tant qu'opposant potentiel. D'où le fait que moi, j'ai tendance, moi, dans mon travail, à replacer le client dans la position du héros et la marque plutôt dans la position d'adjuvant et donc potentiellement de mentor, d'aidant, etc. Mais du coup, on peut appliquer ça, certes, parce qu'à ce moment-là, le service ou le produit devient le fameux objet magique, mais c'est intéressant de réfléchir, en fait, quel est l'altermonde qui est débloqué, du coup, grâce à ça. Et dès que vous voyez que... c'est pour ça que je vous parle du monomythe de Campbell, c'est que si vous réfléchissez au monomythe, non pas comme un voyage initiatique, avec une transformation, mais comme une sorte de rite de passage qui permet de débloquer l'altermonde, un monde qui est inaccessible au commun des mortels, et que vous commencez à le mettre, vous, dans votre idée, au niveau de votre marque, c'est-à-dire de vous dire mes clients auront accès à ce monde divin, merveilleux, grâce à mon produit ou mon service. Là, d'un coup, vous inversez un petit peu les choses, c'est-à-dire que déjà, ce n'est plus juste quelque chose de terre-à-terre, vous permettez véritablement de débloquer quelque chose qui est important, qui fait du bien, qui est transformateur, etc. C'est un peu ce que font les marques de cosmétiques, avec tout cet aspect merveilleux où on peut, grâce aux produits, etc., débloquer la déesse qui est en nous. D'ailleurs, c'est plus ou moins le propos généralement proposé. Vous avez toutes les marques de voitures aussi qui font ça, avec les idées comme ça de voyage, etc. C'est vraiment, en fait, une autre façon d'aborder cette question-là. Et du coup, je trouve, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est une façon qui, pour moi, simplifie en fait l'application, si vraiment vous voulez appliquer ce truc-là, et la création autour narrative que vous pouvez en faire. Donc, je sais pas comment conclure cette vidéo, parce que, je vous l'ai dit, elle n'était pas préparée. L'idée, voilà, c'est truc à retenir. Le voyage du héros n'est pas juste une quête initiatique. Ce n'est pas juste un voyage à appliquer pas à pas. L'important n'est ni le mentor, ni l'objet magique véritablement. L'important n'est même pas la transformation, même si la transformation est une conséquence. Pour moi, fondamentalement, l'important c'est le passage entre le monde réel et le monde merveilleux. Et c'est censé, en tout cas en marketing, si vous voulez derrière après convaincre avec votre produit, votre service, vous devez garder ça en tête, que vos clients, quand ils s'en emparent justement, c'est là où ils vont passer dans quelque chose d'un peu plus épique. Et si vous gardez ça en tête, à ce moment-là, vous allez pouvoir être en capacité de peut-être leur proposer une expérience client, donc un storytelling d'apprentissage de votre marque et de ce que c'est aussi utiliser vos produits et vos services et de ce que ça peut leur apporter véritablement. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé tout ça. Je vous balance ça en direct. Je pense que c'était un peu plus facile que via un carrousel. Dites-moi si ça vous a plu comme format, si c'était peut-être trop abrupt, trop rapide ou quoi que ce soit.
Je vais peut-être essayer cet été de mettre un peu plus à la vidéo, alors pas de manière longue, plus en dilettante, comme ça quand j'ai des sujets à aborder et que je me dis mais ça ferait des carousels de 50 pages, donc je préfère faire 20 minutes de vidéo, voilà, ça me paraît un peu plus efficace. En tout cas merci, puis je vous dis à la prochaine.